Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve là pendant cet été pour les contenus inédits de N1 et du basket avec cette alternance, vous savez maintenant, les épisodes de Yannick, les tu préfères, les fameux tu préfères qui sont déjà tellement réputés après 2 épisodes. Vous en retrouverez un très rapidement, mais on a aussi notre autre partie des épisodes de l'été, c'est les stories d'Anna. On avait déjà fait un premier épisode il y a 15 jours, 3 semaines de ça, autour de Diana Taurasi, la légende WNBA. Et là, un nouvel épisode s'ouvre avec toi, Anna. Salut, Anna. Salut, ça va? Je suis trop contente d'être là, moi. Deuxième Ben oui. épisode, on est au top. Alors, c'est d'une complexité. Alors, vous vous en foutez des coulisses, mais on vous les donne quand même. C'est d'une complexité absolue pour arriver à trouver un créneau entre Anna, et moi pour tourner ce podcast. Là, on a réussi. Alors, c'est pas l'été pour nous, hein, ça on peut vous dire. Ça bosse, mais on essaie de vous proposer du contenu. Et Anna, on va se lancer si tu veux avec cette nouvel épisode. Alors, comme on disait, c'est l'été, il fait chaud. On aime beaucoup la WNBA, on vous propose du contenu également en podcast, ça va revenir très rapidement, mais c'est vrai que la reprise jusqu'en octobre en NBA, ça va être un peu long. Alors, de ce que tu m'as dit, Anna, je crois que tu voulais qu'on se rafraîchisse un petit peu tous la mémoire. Oui, oui, oui. En fait, tu vois, ça doit être la chaleur, mais mon cerveau, en fait, il bouillonne de souvenirs NBA. Un peu tout ce qui fait qu'on est accro à ce sport, finalement. Moi, j'ai envie de parler de ça. Tu sais, c'est des petites choses qui nous font nous lever la nuit comme des zombies, tu sais, comme ça, hop là, avec les yeux qui se disent bonjour. Pour regarder un quatrième quart-temps, c'est censé... Le quatrième quart-temps, d'ailleurs, qui est censé durer 12 minutes et qui finit, en fait, à 43 minutes. Et donc, en fait, au lieu de dormir 2 heures, tu dors 1h30. Et donc, elle était dans la merde le lendemain pour le travail, etc. Bref, quand on est en vacances, on s'en fout, mais pour le travail, en tout cas, c'est pas terrible. Et en fait, j'avais envie de parler un petit peu de ces trucs qui font que même si parfois le sport en lui-même peut nous décevoir, on reste toujours là tout le temps. On s'extasie sur les mêmes trucs, on est déçu des mêmes choses, et au final, on garde tout plein de trucs en mémoire. Donc, j'ai envie de parler de ça. Mais ouais, ça tombe bien que tu parles de tous ces souvenirs NBA parce que on en parlait aussi, nous, en off, avant de tourner ça. Il y a tellement de souvenirs, en fait, différents en NBA, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et c'est ça, en fait, ce sport, il est tellement riche qu'on peut parler de plein de choses à la fois. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qu'on aime aussi. On peut parler de duels d'équipe, de rivalité, de matchs dont on se souvient, mais aussi les éléments extérieurs qui font que ce sport est magique. Ouais, alors, le terme magique, je vais te le laisser, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit des choses incroyables. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ça qui fait aussi qu'on aime ce sport-là, c'est qu'il y a des choses qui vont nous choquer, des choses qui vont nous énerver, ou même parfois juste nous réjouir, en fait. Oui, bon, je sais à quoi tu penses, hein. Je pense que là, tu parles du trade de Luka Doncic vers les Lakers. On a compris le fan Oui, des oui, oui. Lakers, là. Bon, alors, insiste, on en parlera peut-être, mais non, en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même d'autres choses, beaucoup d'autres choses qui ont marqué et qui ont été des tournants dans l'histoire de la NBA, dans la riche histoire de la NBA. Des éléments aussi qui ont marqué la fin ou le début d'époque. Oui, 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 on peut déjà parler. Enfin, le premier chose qui me vient à l'esprit, c'est le trade de Kobe Bryant aux Lakers depuis les Hornets. Ça, pour être un choc, ça l'a été. Ou le coup de pression de Shaq pour partir du Magic d'Orlando pour rejoindre les Lakers. Et puis finalement, et puis paf, en fait, ça fait des chocs à pic ou un duo de dingue. C'est vraiment le souvenir de NBA qui peut marquer les esprits. On connaît tous l'histoire ensuite des Lakers. Ça galère à jouer ensemble. Ça met des années avant de gagner un titre. Mais au final, quel duo d'enfer. L'été 96 qui voit partir Vlad Divac à Charlotte et qui ramène Kobe, la free agency qui fait sa magie et Shaq arrive, tu vois, c'est un petit peu romancé, un petit peu la dramaturgie de la NBA, la rivalité entre les deux joueurs, les deux qui voulaient être la star de l'équipe ou en tout cas le leader, tu vois, il y avait tout ça, les deux qui voulaient gagner des titres, mais les deux avaient une approche qui était totalement différente au basket, la Mamba mentality dont on parle tout le temps, on en parlait d'ailleurs la dernière fois aussi, c'est pas tout le monde en fait finalement qui peut supporter ça en tant que coéquipier. Ah non, 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 clairement. Après, c'est vrai que malgré tout ça, ça les a pas empêchés d'aller glaner des titres. Tiens, c'est pas évident à dire celui-là. Ouais, c'est dur. Dans les années 90, encore un petit peu plus dans l'histoire, côté conférence Est, il y a un autre trade aussi qui a changé la face de la NBA avec du côté de Chicago, l'arrivée de Tony Kukoc après la première retraite d'un certain Michael Jordan.
Oui, tout à fait. En fait, les trades, ça peut te façonner ton équipe et ils font partie des stratégies et les événements qui sont liés peuvent te marquer. Kukoc qui arrive aux Bulls, c'est toute une histoire qui démarre aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Jordan et Pippen qui le connaissaient déjà, qu'il connaissait déjà de là. Et puis quand Pippen a vu Kukoc débarquer avec la retraite surprise de Michael Jordan, il l'a pas accueilli de la manière la plus chaleureuse. Et c'est de bonne guerre, hein, on va dire quelque part. Voilà. Bon, c'est l'européen, etc. Et puis surtout dans le contexte avec les tensions qu'il y avait entre certains joueurs et le general manager des Bulls, Jerry Krause. Vraiment, il y a tout, encore une fois, on parle de dramaturgie autour des équipes qui font que finalement on s'en souvient. Et puis c'est marrant parce que aussi avec les souvenirs qu'on a, à l'époque, on pouvait se dire que Krause était le pire des mecs, le pire des dirigeants qui comprenaient rien au basket, etc. Et puis finalement, on est sur quand même quelque chose de beaucoup plus nuancé que ça, finalement. Ouais, ouais, c'est toujours un petit peu comme ça. On a des souvenirs, on a des croyances et en fait, on comprend plus tard à quel point tout ça, c'est un petit peu plus complexe que ce qu'il n'en paraît, 1er abord. Oui, exactement. Alors, c'est bien que tu dises ça parce que moi, j'ai un gros souvenir de quelque chose que j'ai critiqué beaucoup à l'époque. C'est une époque pas si lointaine, hein, d'ailleurs. C'est le départ de KD d'Oklahoma City pour aller à Golden State, rejoindre les Splash Bros. Et dans le contexte, je ne sais pas si tu te souviens, KD choisit de rejoindre les Warriors après avoir perdu contre eux en 7 matchs en finale de conférence. Warriors qui font cette saison-là 73 victoires, pas 63, attention. Et ils n'ont pas besoin de KD en fait pour aller en finale NBA. Et puis, voilà, ça m'a profondément choquée finalement, parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop facile pour KD comme solution, comme chose. Je me suis dit que ça choisissait la facilité pour aller chercher son titre, qu'il trichait un petit peu, si tu veux. C'est un peu malhonnête, quelque Ouais, part. après je pense que tu es pas la seule, hein, à penser ça comme ça et moi, j'en parle régulièrement. Cette franchise du Thunder, elle m'a marqué. En tout cas, cette franchise de cette époque-là de la franchise du Thunder. Et quand on y réfléchit, en fait, c'est des choix de carrière. C'est des moments précis. Et après, en fait, Kevin Durant, il fait bien ce qu'il veut, tu vois. Mais c'est sûr Mm. que ce trade-là, ce moment-là, aura marqué toute son histoire NBA. Ouais, exactement. Enfin, Westbrook qui dit que c'est un cupcake, c'est mou, c'est plaisant, mais ça n'a pas de personnalité. C'est exactement la description en fait que j'avais de KD. Et je suis pas la seule, encore une fois, tu vois. Et puis c'est pas ça la combativité à mes yeux. C'est ce genre de mouvement sportif, c'est vraiment quelque chose que je n'appréciais pas avant. Et puis pour aller aux Warriors, que je trouvais déjà arrogant au possible, enfin à l'exception d'André Iguodala, c'est un petit peu le chéri, un petit peu le chouchou de la maison. Ce mouvement, ça a pété un truc un peu dans mon approche à KD. Et puis, moi, j'adorais son jeu, tu vois, au KC, sa manière de voir les choses. Ça a tout changé. Et puis, alors, on évolue, hein, tu vois, avec l'âge, on devient un peu con ou un peu plus mûr, ou un peu plus sage, j'en sais rien. Mais c'est vraiment que très récemment que je me suis dit que peut-être qu'il avait bien fait finalement. Après tout, son but, c'est d'être champion. Donc, il a fait ce qu'il a fallu pour y arriver et il a été MVP des finales. Il n'a trahi personne, a priori. Enfin, tu vois, genre, c'est du sport finalement. Et sa personnalité en plus, tu vois, avant, on le croyait totalement introverti, on connaissait finalement que très peu le vrai KD. On connaissait juste son discours You the real MVP à sa mère. Tu vois, ça avait ému tout le monde. On pensait que voilà, c'était quelqu'un comme ça. Et puis finalement, euh, et puis en fait, on découvre les burner accounts, sa manière de dire ce qu'il pense quand il le pense. Ça a fait une onde de choc en fait chez les fans de NBA. Et puis à l'époque, même s'il y avait beaucoup de haters, il avait beaucoup de fans, Westbrook. Et donc ça suivait son opinion. Le cupcake qui utilise des faux comptes pour régler ses comptes, t'imagines, enfin le truc, enfin, ça a changé beaucoup de choses, quoi. C'est ça, ouais, c'est clair. Et c'est vrai que ce mouvement-là du passage du Thunder vers les Warriors avec tout l'historique que tu as évoqué, Anna, ça a vraiment marqué les esprits. Cette volonté de rejoindre une super team qui, comme tu l'as dit, n'avait pas nécessairement besoin de lui en plus pour y arriver. Ça a ravivé des souvenirs et on en parlait des tournants dans l'histoire. Les gens qui ont suivi la NBA et qui la suivent depuis des années, voire des décennies maintenant, en fait, on pourrait en faire une sorte de parallèle avec toute l'histoire qu'il y a eu, Anna, autour de The Decision.
Oh là là, The Decision. Alors après, KD, il a été un peu plus malin que LeBron, finalement, hein, parce qu'au lieu d'annoncer en live TV, il a utilisé la plateforme des sportifs qui veulent ouvrir leur cœur aux fans. D'ailleurs, en fait, on comprend maintenant après coup que c'est quelqu'un de très sensible et on le voit, il est beaucoup dans l'émotion. Donc, utiliser The Players Tribune, c'est malin. Donc, les leçons en fait de The Decision, ça a été retenu par les joueurs, par leurs agents, j'en sais rien, par leur management. Mais voilà, enfin, The Decision, c'est vraiment un tournant, c'est un choc un peu dans la planète NBA, enfin, surtout en 2010, les réseaux sociaux, bon, c'est déjà là, mais c'est peu développé, c'est vraiment pas comme aujourd'hui. Et puis donc les journalistes, en fait, qui sont encore la plaque tournante finalement de la NBA, se sont dit que LeBron voulait changer d'équipe et après, enfin, bouger de Cleveland après avoir perdu contre Boston en playoff. Et l'idée vient de là. Et puis le management de LeBron, il prend le pas. Et pourquoi pas annoncer le départ de LeBron de Cleveland en live TV, tu vois, c'est capitaliser sur cette popularité, sur cette aura de LeBron James pour en faire des caisses à l'américaine, si tu veux. Et puis, bah oui, bah pourquoi pas. Et c'est pas une mauvaise idée. Et puis partir à Miami. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Ah ben c'est clair et c'est vrai que cette annonce, on en a beaucoup parlé, que ce soit sur le fond, déjà, quitter sa ville natale, on sait qu'il y a un vrai attachement de LeBron James autour de Cleveland et réciproquement. Donc quitter sa ville natale pour aller développer cette autre super team autour avec Chris Bosh et Dwayne Wade. Mais en fait, c'est peut-être surtout la forme, comme tu en parlais très bien, Anna, avec ce format télé très orchestré. Et avec cette annonce, c'est vrai que LeBron, qui n'a déjà pas que des fans dans la NBA, a réussi à se faire détester de toute une ville, si ce n'est plus. Bah, a raison, en fait, finalement, parce que, tu vois, le truc partait d'une idée de journaliste, et après, c'est totalement calculé, tu vois, il n'y a rien de sincère, en fait, dans cette annonce. Il y va pas avec l'honnêteté qu'il devrait avoir. Même les pubs, en fait, elles sont gérées par l'équipe de LeBron. Enfin, c'est un truc de fou, en fait, ce qui se passe. Et puis, c'est un choc, un traumatisme pour les fans, et pour de bonnes raisons. Ça a complètement bouleversé la NBA, et la manière d'approcher la NBA de la part des joueurs. Mais parce que même si on avait vu par le passé des joueurs forcer la main pour se faire transférer, cette manière de gérer une free agency, je suis pas sûre que ça existait avant. Et depuis d'ailleurs, parce que finalement, ça a été un petit peu la base de ce qui a été fait, de ce qu'il ne faut plus faire. Et voilà, c'est clairement quelque chose, un truc à éviter en communication. Donc voilà, ça a existé, c'est dommage. Et puis ça a terni complètement l'image de LeBron. Enfin, il est devenu complètement. Bref, je pense que ça n'a pas du tout aidé sur son image. Au contraire, après, il a fait plein d'autres boulettes. Enfin, on en reparlera peut-être un autre podcast, mais après, on peut être honnête aussi sur la décision qu'il a prise en elle-même. Je la comprends, moi, personnellement, il veut gagner. Il n'arrive pas avec cette équipe de Cleveland. Il veut rejoindre son meilleur pote qui est déjà champion, qui a réussi. Il y a Chris Bosh qui a déjà annoncé qu'il venait. Donc, je comprends un petit peu l'idée de ce mouvement, tu vois. Il a aussi envie de se faire kiffer et d'avoir un peu, alors pas à la KD parce que c'est encore une approche différente, mais voilà, je comprends un peu l'idée du mouvement. Maintenant, la manière, il y a toujours la forme et le fond. Dans le fond, je comprends, la forme, elle est vraiment à revoir parce que quand j'y repense maintenant, c'est quand même vraiment, vraiment super sale pour les fans. Ah ben, clairement. Et c'est vrai que ça fait partie là, tu parlais de KD, tu parlais de LeBron. C'est vrai que c'est ces mouvements-là vers les équipes, c'est vraiment ce qui a choqué le plus ces dernières années. Du coup, c'est rigolo, on va reparler encore de KD rapidement. On aurait pu aborder d'autres cas. La super team ou la fameuse super team de Brooklyn. Coucou l'ami Kevin. L'équipe des Suns, il y a encore quelques années, KD est encore dans les parages. Alors après, on va croire qu'on lui tape dessus, mais non, pas nécessairement. Mais si on veut revenir un petit peu au point de départ de la discussion, c'est vrai que t'en parlais tout à l'heure sous forme de boutade, c'est le choc autour du trade de Luka Doncic là, la saison dernière vers les Lakers. C'est-à-dire que, quelles que soient les générations, on a parlé de Kukoc des années 90 et là, on en est à l'année dernière où tu as Luka Doncic qui déboule aux Lakers. Donc, la NBA, c'est ça. Elle a vécu et elle va vivre toujours et elle vivra de ces moments qui marquent une fanbase, qui marque une communauté et qui marque en fait, qui marque le monde du sport et que ce soit et c'est ça aussi qu'on aime dans la NBA. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Après, il y en a un autre mouvement qui a beaucoup marqué aussi les souvenirs de beaucoup de fans NBA, c'est le trade de Chris Paul aux Clippers, parce qu'à la base, il devait aller aux Lakers.
Et puis finalement, David Stern a mis son veto parce que il y avait eu la pression de tous les propriétaires, enfin de beaucoup d'autres propriétaires d'équipes. Alors, tu vois, c'est aussi un jeu de pouvoir et de lobby, etc. C'est une autre folie, en fait, si tu veux. C'est du sport, mais c'est aussi beaucoup de business. Donc, et puis aujourd'hui, ben, on se dit, mais c'est impensable qu'il se passe un truc pareil. D'ailleurs, Adam Silver, il a confirmé qu'il n'avait pas le pouvoir de bloquer un transfert. Comme ça, c'est clair. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Oui. Ça, c'est une autre question. Et c'est vrai que tous les changements qu'on a abordés depuis quelques minutes, là, tout ça, bah, en fait, il y a tout ce qu'on a dit là, évidemment, l'impact hors terrain, mais il y a surtout l'impact sur le terrain, ça se voit, en fait. Et ça crée ces moments-là, Anna, aussi qu'on n'oublie pas malgré les années qui passent. Ouais, alors tu vois, c'est le premier moment de match que je pense avec tout ce dont Mmh. on a parlé, c'est bien le shoot, qui met à égalité les Spurs et le Heat au match 6 en finale NBA. C'est ce shoot, le fameux shoot de Ray Allen, ce moment quand on y pense en fait, c'est marrant parce que je regardais un petit peu les détails de ce shoot parce qu'il m'a marqué et en fait, dans ma tête, je sais pas pourquoi, c'est resté le shoot de la gagne du game 7. Donc tu vois, imagine un peu comment l'esprit, le cerveau fonctionne. Ce moment, il est tellement incroyable et à chaque fois que je la revois, la scène, finalement, je suis bouche bée. Donc, c'est un truc de fou et puis enfin et finalement, c'est un coup de poignard, dans le cœur des Spurs. Ils vont pas vraiment se remettre, ils vont perdre la finale au match 7. Donc tu vois, dans ma tête, on est déjà dans le match 7 et on est déjà dans le coup de poignard qui va assommer l'équipe et qui va donner la victoire au Heat. Donc tu vois? Alors qu'en fait, c'est au match 6. Donc c'est un moment mythique de la NBA et puis ça alors bon, le sport, c'est toujours très, très beau ou très, très cruel, ça dépend de quel côté on se place. Mais alors franchement, c'est surtout vraiment super beau parce que bon, même si c'est un souvenir qui fait mal aux fans des Spurs, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est magnifique. Et puis, tu vois, c'est quand on joue au basket dans notre coin, tu sais, tout Oui. un gamin sur le petit terrain, là, il n'y avait même pas les filets au panier. On rêvait tous de mettre ce genre de shoot, tu sais, on peut le dire maintenant, genre, on peut Non, être honnête. Tu vois, genre, ouais, le shoot de la non, mais c'est gagne. clair. Et ce shoot-là, il est mythique. Alors moi, j'en ai un autre, si tu veux, dans le genre, je marque un shoot clutch qui choque toute la planète basket. Et c'est vrai que, en plus, il avait été transféré des Spurs aux Raptors. C'est le fameux shoot de Kawhi Leonard. C'était en Mm. 2019, en demi-finale de conférence à l'Est, donc entre Philadelphie et Ah Toronto. oui, On va pas vous refaire le truc. Vous avez très bien l'image. Kawhi Leonard dans le coin, le ouais, ballon là, il rebondit. Et ça a été compté, mais je sais même plus un nombre incalculable de fois avant. En fait, et en fait, le ballon à ce moment-là, tu vois, il décide du sort de la série. Tu vois, ouais. soit je rentre pas. Il décide de rentrer, mais au-delà du sort de la série, il a peut-être pour moi décidé de bien plus de choses en fait, parce que est-ce qu'il n'a pas aussi joué sur l'histoire récente, voire plus, de ces deux franchises? Tu prends les Raptors, la fin est merveilleuse parce que du coup, ils vont se qualifier, ils vont aller en finale et ils vont Ouais. gagner la finale. Donc, ça va être leur premier titre, donc contre les Warriors, Mm. bon, qui étaient certes blessés, mais c'est On aussi s'en fout, grâce c'est à un ce titre. shoot. C'est ça. C'est aussi grâce à ce shoot qu'ils arrivent à aller glaner ce premier titre, peut-être le seul de leur histoire, on n'en sait rien, mais qui est le Ouais. premier, qui restera le premier. Et à côté de ça, l'effet inverse, l'effet domino, c'est la fin cataclysmique et catastrophique pour les Sixers. Le projet autour du process, j'en parle beaucoup de Joel Embiid si vous nous écoutez dans les podcasts, mais en fait, finalement, est-ce que ce process-là ne se serait pas terminé ce soir-là quand le ballon a décidé de franchir le filet? C'est ça, en fait, c'est la marque du destin. C'est ton destin. Pardon. Ouais, c'est tout à fait ça. Enfin, en fait, ça change tout. Et puis, donc, si on est sur les matchs qui comptent, etc., il y a tellement de moments en match ou en post-match qui vont te marquer. Moi, tu vois, alors, bon, on va dire que je suis un peu biaisée, mais moi, c'est toujours Kevin Garnett qui dit qu'après avoir gagné le titre contre les Lakers, en plus contre les Lakers, t'imagines l'aura du truc, Oui. 4-2. Enfin oui, tu imagines bien, tu connais Oui. l'histoire. L'équipe, elle a été bâtie pour être championne. Je me souviens que dans ma tête, genre c'était joué d'avance toute l'année. Je fais bon alors, ils sont quand champions et tout. 66 matchs gagnés sur saison régulière. T'attends le titre, tu vois. Il y avait tout. Il y avait tout, et Laura et machin. Et donc sa phrase qui dit en interview post-match, juste après qu'il a compris qu'il avait gagné le titre, Anything is possible.
ça m'a si tu vois, rien que de le dire, tu vois, ça me donne les Mhm. frissons. Toute sa carrière, le joueur, il s'est tapé, il a défendu, il s'est donné, il a fait 2 finales en carrière et là, bam, le titre. Non, franchement, voilà, c'est un truc qui marque et puis bon, je vais forcément faire le parallèle, hein, tu vois où je vais. En post-match, l'autre interview qui m'a marqué, c'est évidemment la phrase de Jason Tatum, «We did it». Ça faisait des années en fait que, bah, depuis justement donc le titre de Kevin Ouais. Garnett, ça faisait des années que le titre était attendu pour ce duo avec Jaylen Brown. L'équipe, elle a été bâtie aussi pour gagner, et voilà le titre. Et puis malgré les critiques, tu vois, il a mené son équipe vers le titre. We did it. Moi, ça m'a marqué et j'ai pas vu ce que les autres semblent avoir vu ou pensent avoir vu ou sont sûrs d'avoir vu. C'est-à-dire la volonté de faire sa petite phrase comme KG avant lui et tout. Mhm. Moi, j'ai vu le naturel, la spontanéité, bref, ça me met des frissons, tu vois, ça fait aussi partie des souvenirs. Toute la partie sur Boston, je te la laisse. Moi, je peux pas en parler. C'est trop compliqué pour moi en tant que fan des Lakers, mais j'entends complètement tout ce que tu as ressenti. Et pour parler d'une autre sortie, du coup, on va parler un peu des Lakers quand même. Euh, une sortie sous la lumière des projecteurs. Moi, de mon côté, j'aimerais conclure dans tous ces épisodes un petit peu souvenirs autour de la dernière danse de Kobe Bryant. C'était en 2016 au Staples Center. C'était face au Utah Jazz. Alors, plus personne se souvient du score, plus personne se souvient des joueurs qui entouraient Kobe Non, ou du 5 de départ du Utah Jazz. En fait, on s'en fout, tu vois. Mais ce qui est non. sûr, Ouais. c'est en fait les 48 dernières minutes de la légende numéro 24. Pour moi, c'est le numéro 24. Alors, pour certains, ce sera le numéro 8. Je vous le laisse, mais moi, c'est le numéro 24. En fait, ça a marqué des millions de spectateurs et moi, évidemment, au fer rouge. Encore plus quand on sait, après le destin tragique qui s'en est suivi pour Kobe. Mais je m'en souviens en fait. Je suis pas du genre, j'ai pas, tu vois, je me lève pas toutes les nuits pour regarder la NBA, encore moins avec l'âge. Mais je sais qu'à cette époque-là, je regardais, mais je m'étais levé pour ce match-là et je me rappelle des images. Je me rappelle du salon, je me rappelle du décorum où j'étais pour regarder ce dernier match-là. Il était 4h30, 5h, 5h30 du matin avec l'heure quand ça joue au Staples Center. C'était le match commenté par Rémi Reverchon de la team Beansport et on sait à quel point Kobe Évidemment. Bryant compte pour lui en tant que journaliste, en tant qu'homme. Et pour moi, voilà, tout ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs basket, à n'en pas douter. Ah ouais, ouais, non, c'était impressionnant, je m'en souviens. Et pourtant, à l'époque, j'étais vraiment pas une fan de Kobe. Mais il y a un truc, du coup, si on veut parler de Kobe, c'est que ça m'a marqué, c'est quand il sort du terrain en marchant avec le tendon d'Achille déchiré, juste après avoir tiré ses lancers francs. Je sais pas si, enfin, je pense que tu t'en souviens, mais ça aussi, c'était complètement fou, tu vois. Le mec, c'est un badass, quoi. Ça marque au fer rouge, tu vois, enfin, tout le monde en parle de ce moment-là, mais clairement, c'est parce que, encore une fois, Mamba mentalité, etc., etc. Mais c'est un moment, pour moi, je me dis, putain, quel homme et tout, quel joueur, quel truc. C'est un peu comme le flu game, si tu veux, de Michael Jordan, finalement. Tu vois, les mecs, ils sont encore debout alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et puis, un peu pour terminer avec tout ça, on n'en parle plus beaucoup parce qu'on n'aime pas trop cette période-là, mais s'il y a un truc qui m'a marqué, c'est la saison Covid. Ouais. Tout a été shut down d'une minute à l'autre. Et je finirai là-dessus, hein, parce que finalement, tout s'est arrêté d'un coup. La vie de tout le monde s'est arrêtée du jour au lendemain. Et puis, ça a repris dans la bulle. La bulle d'Orlando qui a marqué tout le monde, hein, les joueurs qui jouent sans public. Donc, on entend les baskets crisser comme ça pour la première fois, alors que ce n'est pas du tout un entraînement. Et puis, les joueurs qui, pour beaucoup, ont trouvé cette période vraiment difficile, tu vois, d'être isolés de leur famille. Voilà, ça a beaucoup traumatisé du monde. Et puis, tu te rends, enfin, au-delà de nous, hein, en tant que personne, ça a aussi traumatisé les joueurs. Et tu te rends compte, tu vois, tu avais un public en webcam sur les écrans. Enfin, si je suis pas sûre de me souvenir d'un match en particulier, tu vois, c'est comme ce que tu disais, on sait pas qui était avec Kobe, etc., les Ça. 5 de départ et tout. Mais juste, on se souvient, en fait, de l'état d'esprit dans lequel on était. On se souvient qu'on a été traumatisé par ça. Enfin voilà, c'est juste, on se souvient de l'ambiance, de l'angoisse finalement, si on peut résumer ça comme ça. Mais bon, le côté positif, c'est que tu te rends compte que le sport, c'est le sport, ça peut pas s'arrêter ou très brièvement. Et puis même si le contexte est difficile, on va la faire un petit peu à l'américaine. The sport must go on. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, c'était en vrac, plein de souvenirs, plein d'anecdotes qu'on a, Anna et moi, de tout Oui. ça, partant de trades et de mouvements de joueurs, de décisions prises pour arriver à ces souvenirs-là de basket sur le terrain.
Il y en a tellement, et vous qui nous écoutez, évidemment, vous avez vos propres souvenirs, vos propres anecdotes, vos moments cruels, vos moments de bonheur intense, vos moments de joie, et il y en aura d'autres. C'est ça, et c'est vers là, moi, que je veux conclure avec toi, Anna, cet épisode. C'est ça qui est tellement fort avec le sport, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est qu'on a eu nos émotions, mais on sait qu'on va en avoir d'autres. Ouais, exactement et c'est ça, c'est exactement ça. C'est que les émotions, quelles qu'elles soient, on sait qu'on n'est jamais en reste, en fait et bah, il y en a une, bah, OK, bah, il y en a une autre qui va venir effacer ou qui va venir s'additionner et finalement, c'est ça qui est bon et comme là, on est un petit peu en manque de NBA, je trouvais que c'était plutôt sympa, de te raviver les petits souvenirs comme ça. Mais tu as bien raison, c'est le moment, l'été, de revenir un petit peu, de se replonger quand on a un peu plus de temps pour ça. Bah, voilà, on espère qu'on vous Ouais. a remis, quelques petites, paillettes dans les yeux pour reprendre une ancienne expression un peu old school aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, vous avez vos propres souvenirs. Dites-les nous, tiens, sur le Discord communautaire, en commentaire sur, Twitter, sur X, sur les réseaux sociaux, si vous avez les choses qui vous reviennent évidemment et en tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver pendant encore la suite de cet été et évidemment pour la rentrée pour la NBA, mais là on est pendant l'été, on est en plein mois d'août. Anna, on se retrouvera pour un troisième épisode quand même, j'espère. Oui, avec plaisir. Ah oui, oui, Donc tout à fait. on essaye de caler ça quand on peut, mais comme on vous a dit, les plannings, c'est un petit peu complicado pour les uns les autres, mais on essaye vraiment de faire comme on peut, on vous promet. Vous aurez les épisodes aussi avec Yannick, les tu préfères, tous les autres podcasts évidemment de l'équipe de The Playoff. Évidemment, les portes ne sont pas fermées pendant l'été. On vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Bon courage si vous taffez. On pense à vous. Profitez bien de vos vacances si c'est le cas, évidemment. Et plein de bonnes choses. Merci Anna pour ce très bon épisode. Merci à Et on se toi. retrouve très vite. Allez, ciao. À très vite.